votre reflet d'ici vous présente le point de vue de Gaëtan Lelièvre, un regard un peu plus détaillé sur l'actualité régionale, nationale et internationale. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Salut Marc, ça va très bien toi? Bah bien, merci. Là, depuis qu'on s'est parlé il y a un peu plus de 2 semaines, il y en a des choses qui ont coulé sous les ponts au niveau de l'actualité. Déjà, en fait, on va parler d'un sujet déjà assez local qui concerne Percé et Oui. son quai. Peut-être tu pourrais faire un reflet parce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dit autour de ça. Il y a eu savoir qui va payer ou quoi avec possiblement des erreurs d'ingénierie ou pas. Est-ce que tu pourrais nous faire un reflet de ce qui s'est passé avec le quai de Percé dernièrement? Ben oui, il faut se souvenir que le quai de Percé était la propriété du ministère des Pêches et Océans du Canada, donc du gouvernement fédéral, et le gouvernement a décidé de s'en désister. Puis, généralement, ben, la procédure, c'est qu'on l'offre à la province ou à la municipalité ou encore un OBNL qui serait intéressé. Donc là, c'est le gouvernement du Québec qui s'est porté acquéreur. Cette entente-là remonte un peu plus de 2 ans, le temps va vite. Puis pourquoi le gouvernement du Québec s'est porté acquéreur du quai? C'est parce que le quai sert à plus de 80 pour le parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, qui est géré par la CEPAC, donc une société d'État. Donc, on aurait mal vu la ville de Percé est obligée de prendre la propriété et d'entretenir un quai qui sert à 80 au gouvernement du Québec, à une de ces sociétés d'État. Donc, le gouvernement du Québec, le ministère des Transports en a pris la propriété. Il y a eu des plans qui ont été convenus entre les deux paliers de gouvernement. La municipalité a probablement été impliquée, ou du moins en partie, dans la conception de ces plans-là, au moins consultée, je l'espère. Parce qu'il y a eu toute une saga là-dedans. On ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu un bout où ça a été difficile avec les relations avec le milieu. Et finalement, ben, on a convenu d'un plan, d'un nouveau concept de quai. Et on s'est rendu compte dès la première saison que ce quai-là, qui n'était pas construit de la même façon que l'ancien quai, ben, il générait un problème de rétention de sable. C'est-à-dire qu'il y a de l'ensablement qui se fait et on doit draguer le quai pratiquement en toutes les saisons. Donc, ça entraîne des coûts. Donc, la problématique là, qui sévit présentement, c'est qu'il y a un 200 000 en moyenne par année qui est requis pour draguer le quai de Percé pour permettre aux bateaux de pouvoir amérir de façon sécuritaire. Donc là, c'est la saga, c'est qui va devoir payer ça chaque année de façon récurrente parce que depuis que les travaux ont été faits, c'est pratiquement tous les ans, sinon pas tous les ans là, que les travaux de dragage sont nécessaires. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que le fédéral va allouer une enveloppe à Québec pour entretenir ce quai-là qui a un problème de conception parce que ce n'était pas le cas avant, mais la nouvelle conception du quai a fait en sorte qu'il y ait un problème d'ensablement. Donc là, c'est toute la responsabilité. Est-ce que le fédéral est responsable d'avoir conçu ces plans-là? Il y a eu une consultation de Québec. Bon, fait qu'on verra, mais il reste néanmoins qu'il va y avoir une facture de quelques 200 000 pratiquement par année, si on suit l'expérience là, des dernières années. C'est la question qu'on peut se poser comme contribuable, parce que ce soit nos impôts fédéraux ou provinciaux, il reste que ça sort de nos poches, hein, d'ensemble des Québécois ou des Canadiens, Canadiennes. Fait que là, on peut se poser la question, qui va être responsable de ça? Puis c'est des travaux qui sont essentiels. Si jamais le gouvernement provincial du Québec décidait de ne pas faire les travaux, ben là, quelque part, on aurait un problème de fonctionnement, d'opération. Ça pourrait mettre en péril, dans le fond, une partie, tout du moins, des activités au port, des places à quai, restreindre les places de disponibles. Donc, c'est quand même un projet important. C'est près de 10 millions de dollars qui a été investi. On peut se poser la question, tu sais, pourquoi ça n'a pas été prévu? Il y a quand même des gens dans le milieu qui disaient, il va y avoir un problème d'ensablement, on vous le dit, mais les autorités gouvernementales n'ont pas consulté ou pas écouté les gens du milieu, les pêcheurs, les gens qui avaient d'expérience dans le coin. Et finalement, ben, on se ramasse avec un problème majeur. Donc, un exemple là, souvent de dossier qui est traité à l'extérieur, hein, dans l'appareil central, pas d'expertise en région, puis ça donne ben, ces résultats-là. Puis en bout de ligne, ben, il faut que quelqu'un paye pour les dommages. Donc, c'est dommage parce que si ça avait été fait autrement, je pense qu'on aurait pu éviter la situation. C'est ça, j'imagine que ça aurait été au niveau d'une communication
à un certain niveau du palier lorsque s'est fait ce projet-là. Parce que dans le fond, on parle du quai, mais il y a eu toute une transformation de la ville de Percé, entre guillemets, qui a été faite. D'ailleurs, c'est très très beau, là. J'ai été marcher là il y a pas très longtemps, avec le quai inclus, mais on voit qu'il y a toute une partie où l'érosion commence à attaquer la terre du côté justement à gauche du quai. Yes. Ouais, donc du coup, je me suis demandé, malgré tout ce monument, c'est quasiment comme c'était monumental, tout ce travail qui a été fait à Percé même, cette histoire du quai représente quand même une infime partie quand même de tout ce travail-là. Est-ce que, j'allais dire, le droit à l'erreur, entre guillemets, de tout ce qui s'est passé, malgré le monumental changement qu'il y a eu à Percé, toi, tu considères ça comme, bon, ça peut faire partie un peu de cette transformation? Écoute, tu soulèves un second aspect, qui est tout l'aspect de l'érosion du littoral, puis c'est très important ce que tu soulèves, Marc, parce que le gouvernement, les deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, ont investi au-delà de 20 millions dans les dernières années pour la protection du littoral à Percé. Ça a donné la merveilleuse promenade avec tous les aménagements qui ont été faits. C'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui devient une attraction touristique pratiquement, puis en même temps, ben, ce sont des travaux, les travaux d'enrochement, pas d'enrochement, mais plutôt de rechargement de plage qui ont été faits. Ben, ça permet de contrer l'érosion dans le centre du village. Ça, c'est du côté ouest du quai. Puis là, ce qui est spécial, c'est qu'on construit un quai nouveau. Puis du côté est, où il n'y avait pas de problème d'érosion avant, c'était du côté ouest qu'il y en avait. Bien là, on est rendu avec un problème d'érosion très, très dynamique, là, très important de ce côté-là, aussi suite à la construction de ce nouveau quai-là. Fait que comment expliquer que quelque part, il y a quelqu'un qui ne se parle pas, là? Parce qu'on a investi, surtout le gouvernement du Québec, l'ancien gouvernement, le gouvernement Couillard a investi tout près de 20 millions de dollars. Il y a eu une petite contribution fédérale, mais quand même de quelques millions, moins importante que le provincial, mais quand même une contribution de quelques millions du côté fédéral dans le projet. Puis là, le gouvernement fédéral et, je présume, en consultation avec le gouvernement du Québec, construit un quai, puis on ne se soucie pas de voir c'est quoi l'impact de ce quai-là sur l'érosion, alors qu'on venait de mettre 20 millions à quelques centaines de mètres à côté. Ça, c'est vraiment un exemple. On ne peut pas avoir un exemple plus frappant là, de l'absence de cohésion puis de l'absence de communication dans l'appareil gouvernemental. Il y a une équipe qui a travaillé très fort pendant des années sur le projet de construction de ce quai-là. Et du jour au lendemain, on décide de faire un autre projet à quelques centaines de mètres. Puis où sont les personnes là, qui ont travaillé sur le projet de protection du littoral à Percé il y a quelques années? Est-ce qu'ils ont été consultés? Ils étaient où là, dans la machine pour ne pas avoir pris position dans ce dossier-là? Ça démontre vraiment la lourdeur, puis le travail en silo dans l'appareil gouvernemental, parce que un privé n'aurait jamais fait ça. Hein? Un privé qui aurait été responsable de ces deux dossiers-là, ben, il aurait eu le souci de dire, écoutez, on vient de mettre 20 millions, on a fait des études sur l'érosion, des études sur les courants, on a tout inventorié la problématique, on a trouvé une solution qui fonctionne, ben, on va tenir compte de ces résultats-là, de ces informations-là, pour intervenir à quelques centaines de mètres à côté. Mais le gouvernement, les paliers de gouvernement, autant fédéral que provincial, ne semblent pas avoir fait ça. Donc, c'est dommage. Puis, en bout de ligne, ben, ça va être encore des millions de dollars qui vont devoir être investis dans quelques temps du côté est pour protéger le littoral, parce qu'on a le musée Le Chaffault qui est là, on a des propriétés privées, on a des bâtiments historiques, on sait que Percé est un arrondissement naturel. Donc, en plus des problèmes de dragage pour l'opération du quai, bien, on va devoir intervenir, c'est écrit dans le ciel, là, dans les prochaines années, pour faire des travaux de protection de l'autre côté, parce que ce quai-là n'a pas été conçu de façon adéquate. C'est ce qu'on peut décoder de cette intervention-là. Donc, c'est tout près de 30 millions là, entre le quai et les travaux de protection du littoral qui ont été mis dans les 3-4 dernières années, tout près de 30 millions. Et en bout de ligne, une partie de ces 30 millions-là va générer des problèmes d'érosion qui vont générer des dépenses encore de plusieurs millions. Donc ça, on ne peut pas faire autrement que déplorer là, l'absence de cohésion. On va appeler ça de la cohésion du côté gouvernemental.
Un dossier à suivre alors. Mais justement, est-ce que d'ailleurs les touristes vont pouvoir visiter Percé avec un billet aller-retour de Montréal, par exemple, à moins de 500 $? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, bonne question. On attend les détails, hein. Tu sais que le ministre des Transports du Québec, M. Bonnardel, a annoncé des mesures pour tenter de faire diminuer le coût du billet d'avion en région. Puis là, on entend parler d'un 500 mais on ne connaît pas les modalités. Ce qu'on entend, c'est qu'il pourrait y avoir une partie seulement des billets ou des sièges qui seraient admissibles à ce 500 pièces-là. Du côté de l'admissibilité, on nous dit que les touristes internationaux y auraient droit, les touristes peut-être canadiens n'y auraient pas droit. Ça a vraiment été une annonce qui a été faite de façon précipitée, avec beaucoup de zones grises. Puis le ministre s'est dépêché de dire, ben, on va présenter les détails le plus rapidement possible, mais la mesure est censée entrer en vigueur le 1er juin. C'est dans 2 semaines. Et on attend toujours. Puis tout ce temps-là, ben, si toi t'appelles dans une compagnie aérienne pour avoir un prix, un billet à rabais, ben, on te répond qu'on n'est pas au courant encore des détails. On ne peut pas malheureusement t'offrir un billet à prix réduit parce qu'on ne connaît pas les modalités que le gouvernement va mettre en place. Donc, possibilité peut-être de retard, d'un report de l'application de cette mesure-là. Mais tu sais, quand tu as présenté le sujet tout à l'heure, tu disais, est-ce que les touristes vont pouvoir venir? Moi, je te dirais, Marc, que ma préoccupation, c'est pas est-ce que les touristes vont pouvoir prendre l'avion pour venir en Gaspésie, c'est est-ce que les gens de la région vont pouvoir prendre un billet dans l'avion à un prix raisonnable, là, un siège à un prix raisonnable. Parce que les demandes du milieu, des intervenants de la région, c'est beaucoup à l'effet de permettre aux résidents et aux résidentes des régions comme la Gaspésie d'avoir accès aux grands centres comme Québec, comme Montréal, pour des services de santé, les étudiants pour les études postsecondaires, universitaires surtout, les gens d'affaires qui ont à se déplacer. Donc oui, si le touriste international peut avoir accès à un billet réduit, tant mieux. C'est la cerise sur le sundae, comme on dit. Mais moi, à mon avis, ce qu'on a besoin en région, c'est un programme qui va d'abord répondre aux besoins des citoyens et citoyennes des régions pour nous permettre d'avoir accès à des services spécialisés en région qui, malheureusement, sont en ville, c'est-à-dire dans les grands centres, Québec, Montréal, surtout, et qui ne sont pas disponibles dans les régions. Donc ça, c'est un peu le reproche qu'on fait à l'annonce du gouvernement. C'est une annonce qui semble être axée beaucoup sur le tourisme international. Parfait, c'est important, on en convient tous, là. Mais avant de demander au gouvernement du Québec d'investir des sous pour permettre à des touristes étrangers de venir en région à un prix raisonnable, bien, je pense que la responsabilité du gouvernement, c'est bien plus là, de donner accès à un service aérien aux gens des régions qui ont besoin, par exemple, de services de santé spécialisés en ville. Moi, ça m'apparaît la priorité prioritaire avant de penser aux touristes internationaux, en tout respect pour cette clientèle-là. D'accord. Justement, vu qu'on est dans le volet un peu touristique, saison touristique, et entre autres parce que ça fait plusieurs entrevues que je donne ces dernières semaines où on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans le milieu. Déjà, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre? Est-ce qu'il y a eu moins d'êtres humains qu'il y a 2 ans ou un an l'année dernière? Pourquoi est-ce que les gens ont tant de problématiques à se fournir comme ça en travailleurs? Comment toi tu vois cette situation-là? Écoute, si j'avais la réponse, je pense qu'il y en a, je serais riche. Il y en a beaucoup qui la cherchent, mais il y a des indices quand même, il y a des indicateurs. D'abord, on a un vieillissement de la population au Québec qui n'est pas plus rapide qu'ailleurs. On vieillit toute une journée à la fois, les humains, mais on a une population plus vieille au Québec que dans d'autres provinces canadiennes. Puis en Gaspésie, chez nous, on a une population qui est parmi les plus âgées du Québec. Donc ça fait en sorte qu'on rencontre là, la problématique des départs massifs à la retraite. Massifs à la retraite, on rencontre cette problématique-là plus rapidement que dans d'autres régions. Donc, ça nous frappe très, très fort. On a vécu pendant longtemps avec l'exode massif de nos jeunes et les plus vieux restaient en région, mais les plus vieux, ils vieillissent, ils sortent du marché du travail, puis ça a créé un énorme vide. Même si on a une venue, un phénomène nouveau de venue de jeunes en région qui vient améliorer là, les statistiques démographiques, il reste quand même qu'on a des années de retard à reprendre. Donc, c'est un phénomène qui était prévisible, mais je pense que l'ensemble des gouvernements et des partenaires socio-économiques n'ont pas pris la chose au sérieux assez rapidement. Puis là, ça nous rattrape. Parce qu'il y avait des indicateurs. Je me souviens, il y a plusieurs années, on parle de 7-8 ans, d'avoir assisté à des conférences où des
des économistes, des gens qui œuvrent dans le domaine là, des prévisions économiques et des démographiques, là, annonçaient déjà cette problématique-là. Mais c'est comme si personne ne s'en est préoccupé vraiment. On a sous-évalué l'ampleur de ça, puis là, finalement, ça nous rattrape très, très fort. Donc, il va falloir mettre des mesures en place. Les premières mesures qui nous viennent à l'esprit, c'est sûr qu'on parle d'immigration. On parle d'augmenter le seuil des immigrants. Mais là, il y a toute une polémique politique. Il y a, par exemple, les représentants du secteur des affaires la semaine dernière qui disaient qu'on devrait augmenter de 80 à 100 000 le nombre d'immigrants par année. On sait qu'au Québec, l'historique du Québec, c'est environ 50 000 immigrants par année. Et le gouvernement actuel, le gouvernement de M. Legault, a diminué à 40 000 il y a quelques années ce seuil-là. Donc, de 50 000, on est passé à 40 000. Puis là, les gens d'affaires nous disent, écoutez, ça ne fournit pas à 40 000 par année. On pense qu'il faudrait augmenter ça de 80 à 100 000. Fait qu'il y a tout un débat. Il y a toute la question nationaliste là-dedans, la question de la langue française qui rentre en ligne de compte, la question de l'intégration aussi. C'est, quand on fait venir des gens au Québec, chez nous, ben, il y a deux catégories, à mon avis, de nouveaux arrivants. Il y a les nouveaux arrivants saisonniers qui viennent avec des visas de travail pour une durée déterminée, qu'on pense au secteur des pêches, de plus en plus où il y a des travailleurs étrangers qui viennent et qui sont absolument essentiels. Juste à Sainte-Thérèse, là, j'ai eu une rencontre avec la municipalité puis deux industriels de Sainte-Thérèse il y a quelques semaines. Puis on parlait là, au-delà de 150 travailleurs saisonniers par usine. Donc, c'est près de 300 travailleurs étrangers qui, juste à Sainte-Thérèse, viennent combler des emplois vacants dans le domaine des pêches. Donc, c'est énorme la demande. Puis là, il faut héberger ces gens-là. Ça demande toute une accommodation, ça demande toute une stratégie là, pour les accueillir convenablement. Puis il y a l'autre catégorie de travailleurs qui sont les immigrants qui, eux, souhaitent demeurer dans la région. Puis là, c'est aussi complexe parce qu'en même temps, on a une pénurie de logements, on a une pénurie de places en garderie. Donc, on amène des nouveaux arrivants pour occuper des postes dans notre région, mais en même temps, on n'est pas en mesure de leur fournir des logements, des services adéquats. Donc là, tu sais, c'est des humains qui s'en viennent ici. Là. Oui, c'est une main-d'œuvre, mais c'est avant tout des humains. Donc, on a une responsabilité sociale. Quand on fait venir ces gens-là, ben, il faut les loger convenablement si c'est pour travailler de façon saisonnière. À ce niveau-là, ce qu'on entend, il y a eu quelques expériences peut-être un peu plus négatives, là, je dirais, quelque part en Gaspésie, à l'extérieur de la MRC Rocher-Percé. Mais dans la MRC Rocher-Percé, ce qu'on entend, c'est que ça va très bien. Il semble que les industriels qui font venir ces employés-là les logent et les reçoivent de façon très convenable. On n'a pas entendu parler de problématiques pour les travailleurs saisonniers, mais quand on parle de famille, de nouveaux arrivants, on dit que la première responsabilité du Québec, c'est de voir à l'intégration la plus harmonieuse possible de ces nouvelles familles-là. Donc ça veut dire des services d'hébergement, des services de santé, des services d'éducation, des services de garderie. Puis déjà, on n'en a pas assez pour la population actuelle. Donc, il y a comme un effet pervers. Oui, tu fais venir des gens de l'extérieur, mais en même temps, est-ce qu'on est en mesure de bien les accueillir puis assurer leur intégration? C'est le défi. Là, donc, à quelque part, c'est pas simple. Là. Puis c'est de là tout le débat. Quand on écoute les formations politiques, quand on écoute les représentants de différentes organisations, on voit qu'il y a deux écoles de pensée. Celles qui disent oui à l'immigration, mais pas de façon trop massive parce qu'on ne peut pas bien les intégrer, bien les recevoir. Puis il y a ceux qui disent, des tenants plus économiques qui disent ça n'en prend, allons-y, 80 000, 100 000, parce qu'il faut combler les postes qui sont vacants. Donc, deux courants de pensée différents. Mais c'est sûr que chez nous, ça nous rattrape aussi. Cette semaine, on entendait parler que juste dans la ville de Percé, il y avait tout près de 400 places dans la restauration, 400 places de moins pour accueillir les visiteurs. Donc, on l'a vu dans les dernières années, ça a été plus compliqué d'avoir des services là, dans la restauration, dans l'hébergement. Ça a débordé, qu'on se souvient de l'épisode des occupations pratiquement illégales des plages, les campeurs, etc. Fait que la problématique remonte à quelques années. On va voir cette année qu'est-ce qui va se passer. Là, les gens peuvent recommencer à voyager à l'extérieur du pays. Est-ce qu'ils vont reprendre leurs habitudes avant COVID ou est-ce qu'ils vont tellement avoir aimé venir en Gaspésie et des autres régions qui vont récidiver? On va voir. Je pense que l'année 2022
La saison 2022 va vraiment être une saison qui va nous donner des indicateurs, je m'excuse, des indicateurs sur la suite des choses. D'accord. Ça va nous donner vraiment là, la tangente. Est-ce que le 500 000, 600 000 visiteurs là, qu'on est habitué à avoir des dernières années, est-ce qu'il est là de façon continue ou est-ce que c'était des exceptions d'années COVID, puis on va revenir peut-être à un seuil plus bas? D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a toute une polémique aussi quand on parle de 500 000 visiteurs. Il y a des personnes qui parlent jusqu'à 700 000, 800 000 visiteurs en Gaspésie. Il faut distinguer les visiteurs du nombre de jours touristes parce qu'un visiteur qui vient 4 jours en Gaspésie, certaines données statistiques le calculent comme 4 visiteurs. C'est 4 jours touristes et non pas 4 touristes. Fait que là-dessus, là, il y a toute une polémique. C'est pour ça qu'on entend des chiffres qui vont de 500 à 800 000 visiteurs en Gaspésie, dépendamment de la définition là, qu'on apporte là, à qu'est-ce qu'un visiteur. Ah, intéressant, je ne savais pas cette nuance-là. Justement, comme en Gaspésie, on est tous pas mal, on va dire, dépendants de la voiture. Donc on est quand même tous, on est pas mal impacté par les coûts de l'essence. Et je sais que ça, c'est un problème qui est en ce moment pas mal international. Il y a les prix d'essence qui montent un peu partout, mais les gouvernements ne réagissent pas de la même façon selon là où on regarde. Il y en a qui ont des stratégies qui ont l'air d'être intéressantes, d'autres peut-être moins. Qu'est-ce que tu penses que peut faire le gouvernement actuellement au Québec pour aider justement les consommateurs d'essence à passer au travers de ces augmentations-là? Pas évident, parce que c'est sûr que le premier élément qu'on regarde quand on parle du rôle du gouvernement dans la flambée des coûts de l'essence, c'est la question des taxes. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de taxes. Il y a non seulement la TPS et la TVQ, mais il y a des taxes supplémentaires spécifiques aux produits pétroliers. Et c'est clair que l'augmentation des coûts du pétrole, ça a un impact positif sur les revenus à la hausse des gouvernements. Hein. C'est des milliards. Là. Dans le dernier budget au Québec, par exemple, on a eu un surplus d'exercice durant la dernière année très supérieur à ce qu'on avait estimé, même si on était dans une année COVID, avec des dépenses extraordinaires, des dépenses très élevées, on avait quand même réussi à générer des surplus. Donc, ces surplus-là, ils viennent de quelque part. Puis l'essence, c'est une des sources de revenus majeures pour le gouvernement. On peut penser aussi à Hydro-Québec, avec une augmentation dans les prochains mois qui va graviter autour de 6 à 7 avec le nouveau mécanisme d'augmentation des prix qui a été fixé par le gouvernement du Québec pour Hydro-Québec. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller selon une négociation des coûts réels, des augmentations de coûts réels que la Société d'État devait assumer des dernières années, dorénavant, on va aller avec l'application systématique, automatique, là, du facteur des coûts d'indexation du coût de la vie. Donc, avec une inflation qui est à 6-7 ça veut dire qu'Hydro-Québec pourrait se ramasser avec des augmentations tarifaires de 6 à 7 de façon automatique si le gouvernement n'intervient pas. Donc, au niveau du pétrole, il y a des provinces, par exemple, qui ont diminué le niveau de taxes sur l'essence. Fait que ça a permis de diminuer le coût des produits pétroliers. Québec ne semble pas vouloir aller dans cette optique-là. On a choisi de rembourser des allocations, le fameux 500 on dirait que le gouvernement du Québec actuellement est fort sur le 500 500 pour diminuer les coûts d'augmentation à la consommation, 500 pour les prix des billets d'avion. Donc, c'est comme un chiffre magique. Là. Donc, c'est un peu le réflexe du gouvernement du Québec d'allouer une somme forfaitaire aux personnes qui gagnent moins de 100 000 par année pour leur permettre d'absorber une partie de l'augmentation du coût de la vie, que ce soit le panier d'épicerie, que ce soit le pétrole, que ce soit les augmentations d'Hydro-Québec qui s'en viennent. Donc, ça, c'est l'approche du gouvernement. Chose qui est sûre, l'augmentation des prix du pétrole, ça a un impact partout, hein, parce que c'est le transport. À peu près tous les biens de consommation qu'on utilise sont transportés d'un point A à un point B. Donc, quand on parle du diesel qui est rendu à 2,50 du litre, là, c'est presque 100 d'augmentation depuis l'an passé. Donc, c'est énorme. Là. Ces coûts-là, ils se répercutent sur les consommateurs, c'est clair. Donc, quand le pétrole augmente, on peut dire que tout augmente à peu près. Donc, ça va avoir un impact majeur, c'est clair, dans les prochains mois. Est-ce que c'est là pour durer? Est-ce que ça va revenir à la normale? Personne ne le sait trop.
C'est relié en bonne partie aussi au conflit en Russie avec l'Ukraine. Mais c'était déjà, les tarifs avaient déjà commencé à augmenter, mais là, ils ont explosé avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, si jamais ce conflit-là prenait fin, est-ce qu'on peut penser que ça reviendrait à un coût normal? Puis c'est quoi un coût normal après avoir augmenté de 100% dans de quelques mois? C'est un dossier qui est à suivre, mais écoute, c'est sûr que il faut pas sous-estimer tout l'apport de revenus supplémentaires des deux paliers de gouvernement reliés à l'augmentation du pétrole, parce que plus le litre d'essence est cher, plus le pourcentage de taxes chargées par les deux paliers de gouvernement ben, se résume à une augmentation de revenus pour les deux gouvernements. Donc, moi, je pense que le gouvernement peut faire sa part. Maintenant, dans le comment, il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que ça va être en continuant à verser des allocations aux citoyens et aux citoyennes? Est-ce que ça va être en diminuant le coût à la pompe comme l'Ontario le fait? Il y a bien des façons, mais chose qui est sûre, le gouvernement ne peut pas être insensible aux familles, surtout les familles les plus démunies, celles qui ont les moins hauts revenus. Les gouvernements ne peuvent pas être insensibles là, au fait que ces familles-là sont directement impactées et de façon majeure. Ça les rattrape de partout, que ce soit à l'épicerie, que ce soit à l'essence, que ce soit les coûts de chauffage. Donc, c'est des services essentiels. Puis, le gouvernement a les moyens d'aider. Maintenant qu'il trouve sa façon appropriée, mais il ne peut pas se décharger de sa responsabilité parce que, malheureusement, nos gouvernements profitent de ces augmentations du coût de l'essence et des carburants parce que à cause du système des taxes, qui est carrément un pourcentage du coût de détail. Donc, c'est clair qu'un des grands gagnants, après les pétrolières, ce sont les deux paliers de gouvernement. Donc, il faut qu'ils agissent de façon responsable puis qu'ils trouvent des façons d'aider les citoyens. On pourrait en énumérer des tonnes et des tonnes, mais chaque gouvernement a la responsabilité de trouver la solution ou une partie de la solution pour aider surtout les plus démunis. Tu sais, il y a des gens qui peuvent passer à travers, là, les hauts salariés, mais les bas salariés, puis c'est les aînés, les personnes âgées. Puis dans nos régions, là, les travailleurs saisonniers, là, ils ne font pas de millions. Là. Ce sont des gens qui sont souvent sous le seuil de la pauvreté ou en deçà de la moyenne des revenus nationaux, soit provincial, soit fédéral. Donc, les Gaspésiens et les Gaspésiennes, en grande partie, là, ont besoin d'être supportés là, dans cette crise-là qu'on traverse, c'est clair. Alors pour essayer d'aller dans un sujet peut-être un petit peu plus local et joyeux, là, il s'est tenu à Chandler il y a quelques jours là, un concours de prise de parole. Peut-être, est-ce que tu peux nous définir déjà à quoi correspond exactement ce concours-là? Est-ce que devaient y faire les intervenants? Mais oui, c'est un événement qui s'est tenu pour la première année. Ça s'est tenu à la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler. C'est un concours, comme tu le mentionnais, qui s'appelle Prise de parole publique. C'est un concours qui a été mis en place par l'espace René Lévesque, le musée dédié à la mémoire de René Lévesque à New Carlisle. Moi, je siège sur le conseil d'administration avec une dizaine d'autres personnes et on voulait faire sortir des murs du musée un peu la mémoire de René Lévesque. Puis, un de nos administrateurs, David Boulet, qui était avec nous, nous a proposé un concours de la sorte, puis ça a été accepté par le conseil d'administration. Fait que ça a été mis en place l'automne dernier avec la collaboration des polyvalentes de la commission scolaire René Lévesque. Sur une base volontaire, il y a la polyvalente de Carleton, la polyvalente de Bonaventure, de Passepébiac et de Chandler qui ont adhéré. Et tout ça s'est fait grâce à la participation et la collaboration très importante des professeurs. Ce sont les professeurs de chacune des polyvalentes, là, des professeurs qui ont décidé de s'impliquer pour, dès l'automne dernier, là, je dirais, vendre l'idée à des étudiants de secondaire 4 et 5 d'adhérer à ce concours-là. Puis l'objectif, c'était que chaque étudiant puisse présenter une allocution de 7 minutes maximum sur un thème qui est important à ses yeux. Donc, il y a eu des finales, par exemple, dans certaines polyvalentes, il y a eu une trentaine d'étudiants qui ont adhéré au concours et il y a eu des finales par polyvalente et les finalistes de chaque polyvalente se sont ramassés samedi dernier en grande finale régionale. Ça s'est tenu à la polyvalente de Chandler. Je tiens à remercier, là, comme président du conseil d'administration de l'espace René Lévesque, là, la direction, Jasmin Hainaut, la direction de l'école polyvalente, plusieurs professeurs aussi,
plusieurs bénévoles qui ont participé à tout ce travail-là qui s'est déroulé dans les derniers mois. Aussi, merci aux autres polyglottes qui ont adhéré. Et finalement, bon, on a eu six finalistes, dont deux gagnants. Les finalistes, je te les nomme là. Tristan Fraude, qui avait un gouvernement mondial à la rescousse de l'humanité, c'était son thème, très intéressant. Il y avait aussi Amy Huard-Albert, son thème, c'était le tatouage est-il en voie de disparition? Il y avait également le féminisme, qui a été pourquoi un sujet d'actualité, qui a été traité par Charles Bernard de l'École polyvalente de Carleton. Il y avait la liberté d'expression, le pilier de notre démocratie occidentale, par Léane Leblanc, qui a été d'ailleurs la grande gagnante du premier prix. Il y avait aussi Dans l'ombre de la pandémie, la santé mentale de notre jeunesse québécoise par Evan Lebreu et également Emma Puget, qui a présenté une allocution sur la compassion n'a pas de frontières et qui a été la gagnante du deuxième prix. Donc, au niveau des prix, c'était une bourse de 1 000 qui était offerte par la Caisse populaire des Jardins du Littoral, un prix de 700 un premier prix et un deuxième de 300 $. Donc, une belle finale avec 6 finalistes cette année. Puis l'an prochain, déjà, on peut dire que ça a été qualifié de réussite l'événement. Les gens ont très apprécié. Il y avait vraiment une qualité dans ces interventions-là. C'était surprenant pour des étudiants de secondaire 4 et 5. Là. Moi, j'ai vraiment, en tout cas, été épaté par la qualité des interventions, le contenu, puis aussi par la façon que le message a été livré, là. L'aspect communicationnel était aussi à prendre en ligne de compte. Il y avait des jurys, dont des journalistes professionnels qui étaient présents. Donc, ça a été vraiment un bel événement. Puis, on se donne rendez-vous l'an prochain. Puis, l'an prochain, on voudrait, au niveau de l'espace René Lévesque, pouvoir ajouter la commission scolaire des Chic-Chocs. Donc, pratiquement faire le tour de la Gaspésie. Cette année, c'était une première. On a débuté avec la commission scolaire René Lévesque, avec les polyvalentes de cette je dis commission scolaire, mais c'est plutôt les centres administratifs maintenant et non plus les commissions scolaires. Donc, on voudrait ajouter les 2 centres administratifs, René Lévesque et Chic-Choc, pour l'an prochain, puis donner l'opportunité à tous les polyvalentes de ces 2 centres administratifs-là de pouvoir participer. C'est sur une base volontaire et c'est sûr que ça demande du temps, ça demande de l'engagement de la part de la direction des polyvalentes, des professeurs surtout. Mais je vous dirais que je pense que c'est la première année qui était la plus difficile à organiser. Entre autres, à la polyvalente de Chandler, là, ils ont mis vraiment le paquet dans l'organisation. Puis on a un beau guide là, qui existe maintenant à partir de l'expérience de la première année. Donc, ça va être moins exigeant peut-être pour les prochaines années, pour donner le goût à d'autres polyvalentes d'embarquer dans le concours. Puis pourquoi on est allé vers un thème comme la prise de parole publique? Bien, on pense que c'est quelque chose qui caractérise bien M. René Lévesque, parce que René Lévesque, bon, c'est un Gaspésien, c'est un grand Québécois, c'est un homme public qui a fait de la politique, mais avant d'être politicien, il a fait aussi des communications. Hein? Il a commencé sa carrière à la radio CHNC de Nougarlaï. Ensuite, il a été à Radio-Canada, il a été correspondant de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même quelqu'un qui a, je dirais, jonglé avec les deux carrières, communication et la politique. Puis je pense qu'en termes d'engagement public, c'est quand même un bel exemple là, à mettre de l'avant. Donc, on trouvait que ça rejoignait bien je dirais, les traits de caractère, puis la personnalité, puis l'œuvre que René Lévesque a fait là, au cours de sa carrière. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que le concours était mis en place. Donc, bravo à tous les étudiants qui ont participé. Malheureusement, il a fallu en choisir 6 comme finalistes, mais il y a des dizaines d'étudiants et d'étudiantes là, qui ont participé. Merci aux professeurs, aux commissions scolaires, aux directions d'école qui ont réalisé une grande partie là, du travail. Là. Nous, on était là au niveau de l'espace pour lancer l'idée, les supporter avec un comité, là, un sous-comité de notre conseil d'administration, mais tout ça n'aurait pas été possible sans la participation des polyvalentes, c'est clair. Et je souligne que ça a été capté par la télé communautaire TVCGR à cet événement-là, donc qui est disponible aussi sur le site internet de la télé communautaire. Donc si les gens veulent justement écouter les interventions de ces jeunes-là, et ça vaut la peine, c'est possible de le faire via le site internet de la télé communautaire. Oui, très important. Puis effectivement, ça va être disponible, donc les gens qui n'ont pas pu participer,
Il n'y a pas eu beaucoup peut-être de publicité, peut-être pas assez. C'était une première année. C'est une formule qui est à améliorer. Mais merci beaucoup, entre autres, à la TV communautaire de Grande-Rivière qui a accepté d'être sur place directement, d'enregistrer et de rendre disponible sur son site, là. Merci également à CHAU TV qui était un de nos commanditaires et Desjardins. J'espère que j'en oublie pas. Donc, c'était les trois principaux collaborateurs. Bah, merci beaucoup en tout cas Gaëtan pour le reflet de d'une partie de l'actualité. Et puis c'est toujours riche d'entendre des détails de ta part. Et puis bah, on se reparlera peut-être d'ici 2 semaines pour d'autres sujets. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.